Bonjour, avec cette capsule pédagogique sur les différentes techniques immunologiques, vous allez être en mesure de comparer vos schémas et vos notes que vous avez faits au dernier laboratoire et d'en faire des correctifs ou ajustements s'il y a lieu. Je vous invite à écouter attentivement cette capsule et à réviser votre document de travail afin que la continuité des autres laboratoires qui suivront sur les techniques immunologiques soit compréhensible. Donc, commençons par la première diapositive qui est la précipitation. Nous l'avons vu ensemble lors du dernier laboratoire, mais je vais quand même expliquer le schéma ainsi que les notes que vous devez inscrire. Donc, pour ce qui est du schéma de la précipitation, la réaction de précipitation appliquée à l'immunologie se nomme généralement immunoprécipitation. Cette réaction survient quand un antigène soluble est mis en présence d'un anticorps soluble qui lui est spécifique. La réaction se fait en deux étapes. La première étape, c'est la liaison des anticorps aux antigènes. Donc, un anticorps se lie à un antigène 1 à 1. Dans la deuxième étape, il y a formation de complexes immuns formant un réseau tridimensionnel insoluble qui précipite dans le milieu réactionnel et le milieu réactionnel pourrait être liquide ou gélifié. On dit que la réaction de précipitation n'a lieu qu'in vitro et dépend de certaines conditions. Entre autres, l'anticorps doit être au moins bivalent, l'antigène doit être multivalent et avoir un poids moléculaire minimal, l'antigène doit être soluble, les conditions du milieu réactionnel, entre autres le pH, force ionique ou la température, la concentration de chacun des réactifs doit être respectée, c'est-à-dire d'être dans la zone d'équivalence. Pour ce qui est du schéma de la flocculation maintenant, on dit que c'est une forme particulière de l'immunoprécipitation qui est souvent mise à profit dans les tests de dépistage clinique. Une précipitation a lieu lorsqu'un antigène soluble est mis en présence d'un anticorps soluble qui lui est spécifique. Le complexe immun qui en résulte est insoluble et précipite dans le milieu réactionnel. Donc, vous voyez qu'on obtient quand même le même dessin que lorsque vous avez fait le schéma de la précipitation. Par contre, la différence, on dit que la flocculation constitue une précipitation qui a lieu dans une zone d'équivalence plus large du rapport de concentration des antigènes et des anticorps. Le précipité apparaît rapidement et disparaît rapidement. Ce type de réaction est dû à la nature et aux propriétés de certains anticorps. La prochaine diapositive montre deux courbes de réaction. Nous avons vu ensemble au dernier labo cette courbe ici à gauche avec une courbe quand même graduelle des deux côtés et on a ici notre zone d'équivalence. Par contre, dans la flocculation, on voit que la courbe est beaucoup moins graduelle que la technique de précipitation. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, on arrive très rapidement à un excès d'anticorps ou à un excès d'antigène d'un côté et de l'autre. Et le résultat fait en sorte qu'il y a une disparition rapide de la précipitation, apparition et disparition rapide. C'est la différence avec la précipitation. Un exemple d'une réaction de précipitation ou flocculation, c'est la recherche de la réagine syphilitique, donc au niveau de la syphilis. Donc, le cercle à gauche vous montre un résultat positif, donc ce qui veut dire qu'il y a eu précipité, il y a eu complexe immun tridimensionnel. Du côté négatif, vous n'avez aucun complexe immun qui s'est formé, donc aucun précipité. Pour ce qui est des techniques immunologiques concernant l'agglutination. L'agglutination comprend plusieurs variantes. Nous avons la active, la passive inverse et la coagglutination. Commençons par l'agglutination active. La réaction d'agglutination active survient quand un antigène
particulaire. Donc, vous voyez que l'antigène est porté naturellement par un support particulier. Ici, on vous montre des globules rouges. Ça pourrait être des bactéries aussi. Avec un anticorps soluble qui lui est spécifique. La réaction se fait en 2 étapes. La première étape, c'est la liaison des anticorps aux antigènes. Donc, mon anticorps se lie à un antigène, 1 à 1. Et par la suite, la formation de complexes immuns formant des agglutinats. Donc, vous voyez que mes anticorps se sont fixés à des antigènes différents qui sont supportés sur des globules rouges. On dit que la réaction d'agglutination est influencée par les facteurs suivants. La nature de l'anticorps, soit un IgG ou un IgM, la nature de l'antigène et le nombre de sites antigéniques, la force ionique du milieu réactionnel, la constance diélectrique du milieu réactionnel, la température et la concentration, bien sûr, de chacun des réactifs pour obtenir la zone d'équivalence. Un exemple d'une réaction d'agglutination active, on vous montre un groupe sanguin. Lorsqu'on fait un groupe sanguin pour un patient, on peut le faire sous forme de carton ou sous forme de tube, mais on utilise les mêmes réactifs. Donc, ici, dans ce cas-là, je vous explique rapidement, mais on va en voir en laboratoire. Donc, ici, j'ai utilisé des globules rouges de mon patient avec un réactif commercial qui contient des anticorps, donc des anti-A. Je le mets ensemble avec mes globules rouges. Si j'ai agglutination, c'est que mes globules rouges, sur les globules rouges, il y avait l'antigène A qui a réagi avec les anticorps A spécifiques. Ici, j'ai encore mis les globules rouges de mon même patient. J'ai mis un réactif commercial anti-B, donc des anticorps B, avec les globules rouges de ce patient. Ils n'ont pas réagi. Donc, mon patient sur ces globules rouges n'a pas l'antigène B. Et ici, on a mis les globules rouges avec un réactif qui a l'anti-A et l'anti-B dans la bouteille. Donc, il a réagi avec les globules rouges. C'est normal parce qu'il avait déjà l'antigène A. Donc, il a réagi avec l'anti-A, mais n'a pas réagi avec l'anti-B. Donc, mon patient ici est du groupe A. Ici en bas, on a fait le contraire. On a mis des globules rouges du patient qu'on connaît. Des globules rouges commerciales, excusez-moi, avec du sérum de mon patient. Le sérum, on voulait voir si les anticorps sont inconnus. Donc, on a mis ensemble le sérum et le réactif commercial des globules rouges A. Et ici, il n'y a eu aucune réaction. Donc, mon patient n'a pas les anticorps A dans son sérum. Et on y va comme ça. C'est la même procédure en tube. Nous, on va travailler en tube. Vous allez voir un modèle au prochain laboratoire. Ici, dans les 3 premiers tubes, vous voyez que c'est négatif. Donc, les globules rouges ne se sont pas agglutinés, ils sont dilués avec le réactif. Tandis que les 3 prochains, vous allez voir, ce sont des agglutinants. La prochaine technique immunologique, le schéma de l'agglutination passive. Donc, lorsque l'antigène a été couplé artificiellement à un support particulier inerte, donc une bille de latex, et un anticorps inconnu soluble, on obtient un complexe immun formant des agglutinants. Mais la différence avec l'active, c'est qu'ici, mon support particulier est artificiel. Exemple d'une réaction d'agglutination passive, dépistage du facteur rhumatoïde. Vous voyez à gauche, le résultat est négatif, donc il n'y a eu aucun complexe immun, aucun agglutinat. Et du côté positif, ici à droite, vous avez eu des agglutinats. Donc, complexe immun, antigène, anticorps. La prochaine technique, agglutination passive inverse. Donc, c'est une variante des agglutinations. On obtient encore, vous avez vu que dans les 2 autres agglutinations actives et passives, on a travaillé avec des antigènes particulières, donc soit qu'ils étaient sur des supports naturels ou artificiels. Ici, vous voyez dans la technique, j'ai un antigène soluble qui est inconnu et je travaille avec un anticorps connu couplé artificiellement à un support particulier inerte, exemple bille de latex. Donc, c'est notre premier schéma où on a des anticorps
avec un support. Et vous allez remarquer que lorsqu'on a un anticorps sur un support particulier, inerte, sur un support particulier, il est toujours artificiel. Okay? On ne peut pas avoir un anticorps sur un support naturel. Et on obtient un complexe immun formant des agglutinants. La prochaine technique, schéma de coagglutination. Cette réaction implique un antigène particulier. Il peut être couplé naturellement ou artificiellement à un support particulier, soit des bactéries ou des billes de latex. Et vous avez un anticorps aussi particulier qui est un anticorps connu, couplé artificiellement à un support particulier inerte, exemple billes de latex. Pour obtenir un complexe immun formant des agglutinants. Voici un exemple d'une réaction de coagglutination. Vous allez travailler le sérotypage d'une bactérie éventuellement et c'est vraiment de la coagglutination qu'on voit ici. Du côté gauche du cercle sur carton, on a un résultat positif. Donc, il y a eu complexe immun, donc formant des agglutinants. Et à droite, le résultat est négatif, donc il n'y a aucun complexe immun. La dernière technique immunologique, l'immunofluorescence. On dit que cette technique implique l'utilisation d'anticorps marqués par des fluorochromes. On dit qu'un fluorochrome est une molécule qui émet de la lumière fluorescente colorée lorsqu'elle est excitée par une longueur d'onde spécifique du spectre de l'UV. L'antigène est généralement particulière, soit sur une cellule, et la cellule elle peut être libre dans un milieu réactionnel, dans un échantillon clinique, ou bien fixée sur une lame de microscopie. C'est le cas présentement. Dans ce dernier cas, on emploie le microscope à fluorescence pour visualiser les résultats. On dit lorsque la réaction implique l'utilisation d'un seul anticorps marqué par un fluorochrome, on parle d'immunofluorescence directe. Vous voyez que j'ai un antigène inconnu fixé sur la lame avec un anticorps connu marqué par fluorochrome. On émet des rayons UV. Lorsqu'il y a luminosité, on obtient un complexe immun, donc de la fluorescence. Mon anticorps s'est couplé aux antigènes. Exemple d'une réaction d'immunofluorescence directe sur la lame. Vous voyez à gauche, on a une observation de structure cellulaire. On se sert de l'immunofluorescence directe pour observation de la division cellulaire. Et du côté droit, identification de cellules infectées par un virus. On peut l'utiliser aussi, mais on l'utilise aussi pour déceler, dans les cas de cancer, des cellules, des oncogènes qu'on appelle. Ce sont des gènes dont l'expression favorise la survenue d'un cancer, donc une modification d'un gène normal. On peut aussi s'en servir là, dans certaines biopsies là, pour l'immunofluorescence directe. La dernière, l'immunofluorescence indirecte maintenant. On dit lorsque la réaction implique l'utilisation d'un premier anticorps non marqué. Donc ici, on a l'antigène connu fixé sur la lame et vous voyez la différence avec le direct. Tantôt, notre antigène était inconnu. Ici, on utilise un anticorps inconnu primaire. Suivi d'un deuxième anticorps, là, on va avoir vraiment un lien qui peut se faire avec l'anticorps primaire et les antigènes fixés sur la lame. Nous allons utiliser un anticorps marqué par un fluorochrome qu'on appelle anti-IgG, qu'on pourrait appeler anti-IgG ou anti-anticorps. Et on parle d'immunofluorescence indirecte lorsque, avec les rayons UV, il y a luminosité. Donc, vous voyez qu'ici, mon anti-anticorps se fixe à l'anticorps qui, lui, était fixé aux antigènes. Si je n'ai pas d'anticorps primaire, mes anticorps, ici, anti-anticorps, anti-IgG, ne se fixeront jamais à l'antigène. Eux, ils se fixent seulement à un autre anticorps. On obtient un complexe immun et de la fluorescence.
Exemple d'une réaction immunofluorescence indirecte sur la lame, c'est lorsque on fait des dépistages d'anticorps antinucléaires. Vous voyez ici un résultat négatif où il y a presque pas de luminosité. Il n'y en a pas. Positif faible et vous avez positif fort. Okay? Des anticorps antinucléaires, on peut les appeler aussi des auto-anticorps. Ce sont des anticorps qui s'attaquent au noyau des cellules normales de l'organisme. Ces anticorps considèrent comme étrangers et agressifs. Donc, ils attaquent vraiment nos propres cellules. Les anticorps antinucléaires sont mis en évidence par l'immunofluorescence indirecte. Il s'agit d'un examen microscopique d'un échantillon de sérum du sang effectué au laboratoire qui permet de mettre en évidence les anticorps après contact avec la fluorescine. C'est un colorant spécifique. On détecte souvent des anticorps antinucléaires dans les infections virales, exemple la mononucléose infectieuse, les hépatites, l'infection au VIH, les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, la thyroïdite, et les cancers hématologiques, entre autres lymphome, leucémie, et les autres cancers du poumon, de l'ovaire, du rein, du sein et de la peau. Donc, ça termine la capsule pédagogique. C'est dans le fond un corrigé pour votre document de travail sur les techniques immunologiques. Donc, vous allez pouvoir partir du bon pied pour le prochain labo. Merci.